à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités, les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion. Un patrimoine passion consacré, comme tous les mardis, je le disais, à des actifs qui sont parfois dédiés à la collection, parfois dédiés à l'investissement. Et en l'occurrence aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau métal précieux, à l'osmium. Nous allons tenter de comprendre d'où vient ce métal précieux, quelle est son histoire et comment il peut intéresser un certain nombre de collectionneurs ou d'investisseurs. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux crypto-monnaies. Nous tenterons de faire un décryptage de la séquence qu'ont connue les investisseurs en crypto-monnaie actuellement et comment que ce soit une séquence d'ailleurs qui se finit actuellement sur une évolution de la réglementation au niveau européen du texte MiCA. Nous tenterons de comprendre ce que cela implique pour le secteur mais aussi pour les investisseurs avec Alexandre Stashchenko, directeur blockchain et crypto chez KPMG France, mais aussi fondateur de Blockchain Partner et de Ladan. On se retrouve tout de suite dans Smart Patrimoine. Et c'est parti donc pour Patrimoine Passion, comme je le disais, comme tous les mardis, on s'intéresse à des actifs qui sont à la lisière entre l'investissement ou l'objet de collection. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à l'osmium, ce nouveau métal précieux très récent puisqu'il date de 2013 dans sa forme actuelle. Nous allons revenir un petit peu sur son histoire en plateau avec Virginie Grondin, présidente de l'Institut Osmium France. Bonjour Virginie Grondin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors l'Institut Osmium France est tout récent, il date de juin 2021, mais c'est normal puisque l'osmium lui-même est un métal précieux. Je crois on l'appelle d'ailleurs le dernier né des métals précieux, qui lui-même existe depuis 2013. Alors expliquez-nous comment on peut en 2013 se rendre compte ou créer un nouveau métal précieux. Alors, il faut savoir qu'on a découvert l'osmium en 1804, sous sa forme brute. C'est seulement en 2013 qu'on arrive à trouver la cristallisation. Après 40 ans de recherche en laboratoire, ils arrivent justement à cristalliser pour la première fois l'osmium. Et c'est pour ça qu'en 2014, ils rentrent sur le marché. Parce qu'en fait, on crée donc un métal précieux en laboratoire. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à partir du moment où on le découvre pour la première fois et ensuite, et 2013, il y a 40 ans de recherche qui permettent d'obtenir ce métal précieux? Alors, il faut savoir que sous sa forme brute, il est toxique. D'accord. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a ce nom-là. Ça dégage une odeur, le tétroxyde de carbone. D'accord. Ça dégage une odeur assez forte qui est justement toxique pour le corps humain. Et après, une fois qu'on a trouvé, donc on a cherché pendant 40 ans, il faut savoir que la cristallisation, c'est 160 étapes qui prennent parfois 3 mois juste pour une étape. D'accord. Ce qui permet d'avoir cette forme-là cristallisée et qui du coup a permis de développer le marché. Et qui arrive donc à cette forme, donc ce métal précieux, c'est un métal précieux aujourd'hui. Exactement. C'est considéré comme un métal précieux. C'est un métal précieux, exactement. C'est le 8e et vous l'avez dit, le dernier. On dit dernier parce que tous les autres ont déjà un petit peu effectué leur course. L'osmium, lui, reste le nouveau-né, si on peut dire. Et donc, du coup, il commence tout juste sa course. Alors, on connaît des diamants réalisés en laboratoire. Mais bon, donc là, en fait, j'ai envie de dire, quand on réalise des diamants en laboratoire, on sait ce qu'on veut obtenir à la fin. Et on veut simplement l'obtenir d'une façon différente de ceux qu'on trouve directement de manière naturelle. Quand on fait de l'osmium en laboratoire, concrètement, il y a quand même un métal précieux à l'origine de l'osmium, non? C'est un dérivé du platine, c'est ça? Exactement. En fait, alors un petit peu, vous l'avez dit, c'est les métaux du groupe de platine, un petit peu comme l'iridium, le rhodium, le ruthenium et le plus connu, le platine. D'accord. Et en fait, voilà, dans 30 000 tonnes, il n'y a pas de mine d'osmium. Donc, il faut, entre guillemets, extraire. Donc, dans 30 000 tonnes de platine, de minerai de platine, il y a 1 once d'osmium. Donc, c'est très peu en termes de quantité. Et donc, du coup, c'est ce qui est envoyé en laboratoire pour être cristallisé. Quand vous dites que dans 30 000 tonnes de platine, il y a 1 once d'osmium, ça veut dire que c'est un métal qui existe de manière naturelle ou qui est ensuite retraité, enfin, le platine est retraité pour obtenir de l'osmium? Non, c'est un métal qui existe sous sa forme naturelle. D'accord. Il a une forme brute. Mais qui existe en fait au sein de dérivés du platine? Exactement. D'accord, ok, je comprends. Exactement. Et ensuite, il faut l'extraire, on en obtient une poudre, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, quand on l'extrait, c'est une poudre. Et après, c'est ce qui est envoyé donc en cristallisation. Et alors, la cristallisation, c'est justement ce que vous nous avez apporté. Donc là, en fait, on peut voir de l'osmium. Exactement. Alors, ça a une forme, alors on peut le montrer à côté de vous, je ne sais pas si on verra, effectivement. On voit que c'est très brillant pour le coup. C'est un métal qui est très brillant et qui est d'ailleurs pas lisse, contrairement à d'autres métaux qu'on peut connaître, qui a plein d'étincelles finalement. Exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a 97% des personnes qui investissent sur l'osmium. On va en parler parce qu'il a des caractéristiques vraiment uniques et qui le différencient. Mais il a aussi ce côté visuel extrêmement, on
l'appelle d'ailleurs le Sunshine Element en anglais, qui a vraiment un éclat particulier qui permet vraiment de le reconnaître parmi beaucoup d'autres. Et vous avez raison, donc il y a une face lisse. Et donc, du coup, au-dessus, il a une face qui est un petit peu... Qui a des, alors, montrez-le un peu plus haut, pardon, effectivement, oui. Qui a des sortes, entre guillemets, un petit peu de cristaux, en fait, qui se forment pendant la cristallisation. Ce qui, d'ailleurs, permet de rendre toutes les pièces uniques, parce que tous les cristaux vont former un angle et des cotes, en fait, bien particulières, ce qui permet de les différencier et donc, du coup, de donner ce visuel-là. Parce que là, donc, effectivement, il y a une face un peu plus rugueuse, ou en tout cas une face avec, plus brillante et une face lisse. Les deux faces, c'est de l'osmium. C'est purement de l'osmium. Toutes les pièces doivent comporter 99,9995% de pureté. D'accord, ok. Et alors là, effectivement, donc, il y a 3 pièces différentes. La question qu'on peut se poser, donc, il y a un nouveau métal précieux qui est créé en laboratoire. Qu'est-ce qu'on en fait concrètement? On fait des bijoux aujourd'hui avec de l'osmium, ou quel est l'usage? Alors je sais que c'est récent, hein, mais est-ce qu'il y a un usage dédié à l'osmium aujourd'hui? Alors oui, comme je disais, 97% c'est de l'investissement. Tout simplement, on parlait de ces critères-là justement qui sont vraiment importants. Notamment, il a la plus haute densité de tous les éléments. Il a une haute résistance à l'abrasion, il a un point de fusion qui est extrêmement élevé. Alors l'abrasion, pardon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Il est stable, on ne peut pas le... D'accord, voilà, comme le diamant par exemple. Comme le diamant, d'accord, exactement. Je comprends, oui, bien sûr. Et donc du coup, voilà, il protège contre les néons gamma, comme je disais. Donc il a énormément de points physiques qui, du coup, le différencient et le rendent complètement unique. Donc, alors, vous nous avez dit 97%, ils vont c'est de la spéculation peut-être un petit peu dessus, ou en tout cas, vont placer une partie de leur argent, parce que, bon, on va en reparler, hein, mais effectivement, quand on parle de quelque chose de nouveau comme ça, il faut mettre effectivement les guillemets quand on parle d'investissement. Je voudrais revenir sur les 3 autres pourcents. Là, pour le coup, c'est de la bijouterie? Exactement, bijouterie. Donc, il y a des marques qui sont connues maintenant, qui ont fait déjà des collections avec de l'osmium. Donc, les investisseurs ont le choix soit de stocker leurs pièces d'osmium, le garder, le conserver à la maison ou dans leur coffre au choix, ou alors ils décident de le mettre sur des bijoux. Donc il y a des bijoux aujourd'hui, d'ailleurs on en voit effectivement qui apparaissent à l'écran. Et alors vous avez un marché de gens qui investissent là-dessus. Pourquoi est-ce qu'ils vont sur ce type de métal précieux? C'est l'effet rareté du coup qui attire les investisseurs, comme on peut le voir sur d'autres types d'actifs? Exactement. La rareté est un puissant, on va dire, ça draine les gens un petit peu vers ce métal-là, parce qu'il y a seulement 1 mètre cube d'osmium disponible en termes de réserve. Aujourd'hui là dans le monde? Aujourd'hui dans le monde, il y a seulement 1 mètre cube qui peut être utilisé et qui peut être cristallisé. Il y a 17 mètres cubes de ressources, mais il y a seulement 1 mètre cube de réserve, ce qui fait qu'il est extrêmement rare. Mais alors, donc là, ça veut dire que la quantité d'osmium existante est finie, ou on pourra en recréer d'autres de toute façon? Non, on ne pourra pas créer d'autres sources d'osmium. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Américains parlent du Big Bang de l'osmium, parce que les scientifiques estiment que dans 8 à 15 ans, il pourrait y avoir une pénurie des ressources premières, donc de la matière en elle-même d'osmium, et qu'à partir de là, tout l'osmium serait entre les mains des investisseurs. D'accord, je comprends. Donc c'est pour ça c'était cet effet rareté, effectivement. Alors, bon, c'est une tradition hein, dans cette émission, quand on parle d'investissement, on aime bien alerter sur les avantages et les inconvénients, si je puis dire, puisque là, il y a un prix affiché sur l'osmium, par exemple, ou ça dépend vraiment du marché? Non, alors c'est un prix qui est fixé quotidiennement en Suisse. D'accord. Il faut savoir qu'à peu près, maintenant, actuellement, aujourd'hui, il fait à peu près 1 750 €. D'accord. Sachant qu'en... L'once d'osmium, du coup? Le gramme. Le gramme, d'accord. Le gramme, 1 750 € le gramme d'osmium. Sachant qu'en 2017, il valait seulement 800 € le gramme. D'accord. Donc on a pu observer vraiment une courbe de prix qui reste stable, qui fait qu'augmenter, mais du coup intéressant en termes de prix. C'est un actif liquide. Il y a suffisamment de monde sur ce marché du coup pour le revendre si jamais on veut revendre son osmium aujourd'hui? Alors vous l'avez dit, hein, c'est un marché qui se développe. Donc du coup, 2014, ça reste vraiment... oui, c'est récent. C'était hier, oui, hein, exactement, c'était hier. Donc du coup, le marché est en train de se développer. Il se développe rapidement, il se développe mondialement. Moi, j'ai l'Institut français, mais il y a déjà 30 instituts dans le monde. L'Institut mère est en Allemagne, donc c'est de là où tout est parti, hein, Allemagne et Autriche, et maintenant il s'est développé dans le monde. Mais le but du jeu, c'est de pouvoir développer l'osmium pour pouvoir justement l'introduire de partout, développer son marché, travailler avec de nouvelles personnes, travailler avec des négociants, et entre guillemets en parler avec les professionnels du métier. Et faire connaître effectivement ce nouveau métal. Si je reviens sur la pièce que vous nous avez montrée, ça c'est combien de grammes aujourd'hui? Alors là, il y a 30 000 €. D'accord. Et en grammes, du coup? Eh ben, ça fait 30 000 €, 1 700 € fois... pour ceux qui nous suivent, qui sont pas en calcul mental. Exactement. Ok, si vous voulez calculer. Mais donc, du coup, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est qu'il a une forte valeur en termes de densité. C'est la plus forte densité de valeur. Ça veut dire que dans 1 mètre cube,
on peut avoir 30 000 euros. Et alors, notamment, si je reviens sur le côté bijouterie, parce que là, effectivement, on voit, c'est un disque, effectivement. C'est ça. Est-ce qu'on peut le fondre, par exemple, pour en faire un bijou? Non, on ne peut pas. Pas comme l'or ou l'argent, par exemple. Exactement. On peut couper. C'est-à-dire qu'avec l'érosion du fil, c'est un système justement pour couper. On peut couper des pièces qui sont extrêmement précises, avec la différence avec d'autres métaux, ce qui, du coup, permet de les mettre sur n'importe quelle forme de bijou, sachant que la pièce d'osmium gardera sa valeur intrinsèque, ce qui, du coup, est intéressant, ce qui permet de pouvoir acheter une pièce avec un bijou avec de l'osmium, tout en gardant sa valeur. Et si on le coupe en deux, du coup, on divise la valeur en deux mécaniquement, donc on revient sur un calculogramme. Exactement. D'accord, je comprends. Okay. Exactement. Merci beaucoup, Virginie Grondin, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine nous présenter ce nouveau métal un peu qu'est l'osmium, qui pose beaucoup de questions actuellement et qui tente de développer son marché. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Institut Osmium France. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons revenir sur le parcours récent des crypto-monnaies et ce recul d'un certain nombre de crypto-monnaies qui a amené un certain nombre de questionnements de la part des investisseurs. Pour décrypter le contexte actuel en matière de crypto-monnaies, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexandre Stashchenko, directeur blockchain et crypto chez KPMG France, mais aussi fondateur de Blockchain Partner et de Ladane. Bonjour Alexandre Stashchenko. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va tenter de faire un peu de pédagogie ou d'essayer de comprendre, de prendre un petit peu de recul sur cette crise des crypto-monnaies. C'est comme ça que je l'appelle. Vous allez me dire si c'est comme ça que vous l'appelez. On a vu effectivement toutes les crypto-monnaies dévisser et la première d'entre elles, le Bitcoin, dévisser également depuis plusieurs mois. À quoi est-ce que c'est dû pour ceux qui nous écouteraient et qui n'auraient pas suivi les actualités crypto-monnaies ? C'est dû à plusieurs choses. Il y a une conjonction de facteurs à la fois structurels et des facteurs conjoncturels. Structurellement parlant, après c'est une analyse personnelle, mais je pense qu'une des grosses raisons de la baisse actuelle, c'est qu'on a quelque chose de très singulier dans le monde des cryptos depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, c'est que ce sont les institutionnels qui ont pris le pouvoir. D'accord. C'est assez clair quand on regarde par exemple les volumes d'échanges, par exemple sur Coinbase, donc qui est une des plus grosses plateformes d'échange. Il y a 2-3 ans, c'était les particuliers faisaient les 2/3 du volume. Donc finalement, c'était un marché de particuliers. Aujourd'hui, quand on regarde ces volumes, ils ont été multipliés par 10, 15, et la proportion est passée de plutôt à 2/3, 3/4 d'institutionnels qui échangent. Donc ce qui s'est passé, c'est que structurellement, ce marché est maintenant un marché institutionnel. On y trouve beaucoup de professionnels de la finance, de gestionnaires d'actifs, d'acteurs financiers, etc. Et ces professionnels de la finance ont tout simplement importé dans le monde des cryptos leur comportement sur les actifs traditionnels. Et donc pour les professionnels de la finance, ce sont des actifs considérés comme risqués. Donc évidemment, au moment où le contexte macroéconomique est risqué, on adopte le même comportement que pour tous les actifs risqués, c'est-à-dire qu'on sort. Ce qui est drôle d'une certaine façon, puisque le Bitcoin sur ces premières années, on va dire sur ces 11 premières années, a été un actif qui a eu tendance à être très décorrélé du reste. C'est-à-dire que son coefficient de corrélation avec les actifs traditionnels oscillait entre moins 0,4 et plus 0,4. Donc vraiment, ça faisait un peu son chemin. Bien sûr, oui. Alors ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Là, on voit que les marchés actions, les marchés obligataires ont reculé, les cryptos ont reculé également. Donc c'est pour ça. Et donc vous l'expliquez du coup par le fait que les institutionnels en fait sont aussi présents sur les crypto-monnaies. Je ne dis pas que c'est monofactoriel, mais je pense qu'un des éléments importants structurellement, c'est que les institutionnels ont pris le pouvoir et que d'une certaine façon, du coup, ils ont importé leur comportement de la finance traditionnelle. Après, conjoncturellement, cette forme de spirale négative qui est entraînée par le contexte macroéconomique, elle est aussi renforcée par du conjoncturel. On a eu en début d'année ce qui a été l'effondrement d'un projet majeur qui était l'UST, donc pour le stablecoin UST sur la blockchain. Bien sûr, Terra, oui. Qui est en soi. Terra Luna, oui, bien sûr. Mais... Je le réitère malheureusement, mais c'est un projet pour lequel n'importe quel analyste sérieux savait que ça allait pas marcher. Mais cependant, le marché des cryptos était dans une euphorie où, c'est-à-dire quand tout monte, c'est facile d'être un génie. Et donc, beaucoup de gens avaient mis de l'argent là-dedans, y compris des entreprises professionnelles du secteur, alors que aucun exemple de stablecoin algorithmique n'avait marché jusqu'à présent, que c'était très risqué, que le modèle même de construction de ce stablecoin était questionnable, pour ne pas dire autre chose. Oui, alors parce que c'est un stablecoin algorithmique, ce qui veut dire que normalement le fonctionnement d'un stablecoin, c'est qu'on a les réserves en monnaie fiat de la monnaie crypto alors, du stablecoin. C'est normalement, mais oui, en règle générale, enfin le principe d'un stablecoin, c'est qu'il faut réussir à créer un lien de confiance pour que le jeton vale toujours 1
dollars, euros, peu importe. Ce lien de confiance, quand il est créé par une entreprise traditionnelle qui stocke des euros ou des dollars dans un compte en banque, il est facile à établir. On fait des audits régulièrement et on essaie de prouver qu'il y a tant de réserves pour tant de jetons. Mais le problème de ce système-là, c'est que ça rend le stablecoin censurable, parce que par définition, il y a une entreprise qui peut dire que telle adresse n'a pas le droit d'y toucher. Donc il y a une alternative qui est le stablecoin collatéralisé par de la crypto et non pas par de la monnaie stable. Mais le problème, c'est que la crypto étant volatile, on est obligé de prendre une marge de sécurité et donc de surcollatéraliser. Donc on va bloquer par exemple $150 de valeur pour émettre $100 de stablecoin. Donc le capital n'est pas du tout efficient, mais au moins on n'est pas censurable. Les stablecoins algorithmiques, c'est une tentative d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire de dire on n'est pas censurable, mais en même temps, on n'a pas besoin de mobiliser un capital important. Donc on va créer un algorithme, et après chaque stablecoin algorithmique cherche son algorithme, mais pour pouvoir garantir par des mécanismes de marché que ce jeton vaut toujours $1. Mais c'est très ambitieux à l'heure actuelle, on n'a pas trouvé de mécanisme qui marche de manière pérenne. Et alors, on pouvait lire justement au moment effectivement, où il y a eu la chute de ce fameux UST que le fait que les réserves de ce stablecoin algorithmique soient en Bitcoin pouvait accentuer la chute également du Bitcoin, traditionnel, mais en tout cas de l'actif sur lequel ils étaient investis. Mais les réserves, entre guillemets, les réserves n'étaient pas en Bitcoin, il n'y avait pas de réserve d'une certaine façon, parce que c'est ça qui est un peu justement ambivalent avec ces stablecoins algorithmiques, c'est que tout le monde c'était tellement su que ce truc-là ne marchait pas qu'il y avait quand même quelqu'un qui avait constitué une réserve au cas où. Mais donc du coup, on s'est retrouvé, au lieu d'avoir le meilleur des deux mondes, à avoir le pire des deux mondes, c'est-à-dire que la réserve n'étant pas suffisante, elle ne créait pas de confiance, mais en même temps, l'algorithme n'était pas suffisamment fort pour créer de la confiance. Donc il a suffi que ce stablecoin dépègue, comme on dit en anglais, c'est-à-dire s'écarte de sa valeur 1, donc il est passé à 0,95, 0,92, 0,90, et une fois que cette rupture de confiance, elle est consommée, c'est terminé. Parce que c'est très très difficile après de revenir à 1, puisque à ce moment-là, la plupart des gens font le choix de se dire je préfère perdre 10% sur mon stablecoin que de prendre le risque de perdre 100%, parce que tous les autres vont se dire la même chose avant moi et vont tous vendre. Et donc il y a une spirale infernale qui se lance et donc le truc part. On a justement eu l'impression un peu de l'avoir, hein, en tout cas d'un point de vue extérieur, cette spirale infernale, quand on a vu parfois des liquidités qui ne pouvaient pas être retirées de certaines plateformes. Alors on ne va pas toutes les citer ici, parce que pour certaines ça a duré plusieurs jours, pour d'autres ça a duré 2 heures, pour d'autres c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Mais on a vu une sorte de panique un petit peu du fait que, comme vous avez dit, quand le cours monte, tout le monde est un génie, mais quand ça baisse, effectivement, on peut se retrouver avec le pire des deux mondes. Et on pouvait se demander s'il n'y avait pas une crise de confiance un peu globale sur le secteur de la part d'investisseurs particuliers, par exemple, de se dire, mais tiens, mince, en fait, même l'intermédiaire qui gère mon argent, je ne suis pas sûr qu'il puisse me le rendre le jour où il y a un problème. Et donc ça crée un effet, en fait, qui vient décupler finalement le recul de l'actif en question, à savoir du Bitcoin. Il y a deux choses à dire là-dessus. La première, c'est qu'effectivement, le signal que ça envoie est un signal, qu'on peut effectivement malheureusement constater, c'est que la gestion de risque dans ce secteur, elle est questionnable. Effectivement, l'euphorie du marché, la création de nouvelles entreprises, les valorisations qui partent très haut, etc., ont fait que même pour des entreprises professionnelles, elles ont préféré s'exposer à une promesse de 20% par an qui n'était pas tenable, parce qu'elle était globalement c'était pas un Ponzi, mais bon, ça rapprochait, quoi. Elle n'était pas tenable, mais en même temps, comme ça continue à monter, au bout d'un moment, tout le monde y allait, quoi. Exactement. Donc, en fait, il y a beaucoup de professionnels qui ont, même avec une gestion de risque, c'est-à-dire avec une aversion au risque importante, qui ont fini par se dire, mais attendez, je peux pas être le dernier d'un nom de la farce. Si tout le secteur se gave autour de quelque chose qui, entre guillemets, n'est pas censé fonctionner, c'est pas normal que moi j'y aille pas. Et donc il y en a beaucoup qui, à la fin, ont dit flûte, j'y vais aussi. Je comprends pas, mais j'y vais. Exactement. Et donc c'est pour ça que je parle de gestion de risque déficiente, parce que effectivement, on se retrouve à mettre des quantités importantes dans un truc qui ne va pas marcher, ou bien qui n'a pas été audité, ou bien que etc. Maintenant, ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est le signal aussi que ça renvoie d'un point de vue fondamental, c'est que précisément l'intérêt des cryptos, c'est qu'on peut les détenir soi-même. Et donc, le fait d'acheter de la crypto pour ensuite le déposer chez un tiers, qui plus est d'ailleurs dans la plupart de ces cas, est une boîte noire. Parce que comme il n'y a pas de réglementation, en tout cas il n'y en avait pas jusqu'à présent, ces tiers, vous leur donnez l'argent, vous ne savez pas où il va. Donc, à l'inverse, même sur des plateformes françaises, quand même, sur des plateformes françaises, c'était un peu plus régulé. Normalement, oui, mais certaines plateformes françaises ont été obligées de mettre la main au panier pour essayer de rembourser leurs clients. Bien sûr. Oui. Certaines plateformes étrangères, on leur donne de l'argent, ensuite on a une promesse de rendement, et puis on espère que ça va tomber. Mais ça remet au goût du jour l'intérêt des cryptos, qui est de détenir soi-même son argent. Parce qu'effectivement, à partir du moment où des plateformes se mettent à suspendre les retraits,
Je dis souvent ça aussi. On a des pays dans lesquels ça a été dramatique. Je pense au Liban récemment, où c'est les banques qui ont fait ça. C'est-à-dire, vous avez déposé de l'argent, et puis du jour au lendemain, en fait, non, cet argent ne vous appartient pas. Ça a pour mérite, j'allais dire, si on doit avoir une lumière dans la crise actuelle, c'est que ça a pour mérite de montrer la vraie différence entre un passif et un actif, encore une fois. C'est-à-dire que l'ensemble des actifs financiers, avec beaucoup de guillemets, qui existent dans la finance traditionnelle, ne sont pas des actifs. Ce sont des passifs, parce que quelqu'un les détient pour vous. Donc le jour où la plateforme fait faillite, la banque fait faillite, l'intermédiaire fait faillite, ou bien tout simplement il coupe l'accès, eh bien vous n'avez plus accès à vos actifs. L'intérêt des cryptos, c'est qu'on peut les détenir. Donc là, ça a peut-être, je l'espère, remis au goût du jour le fait que c'est peut-être plus sécurisé dans les cryptos de détenir ses propres actifs que de les confier à une plateforme boîte noire. Est-ce qu'on est aujourd'hui encore face à une crise de confiance en matière de crypto-monnaie, selon vous, Alexandre Stashchenko ? Oui et non, parce que Oui, parce que c'est dans un contexte macro, encore une fois, global. Effectivement, En fait, c'est dans un contexte macro où il y a on arrête d'injecter des liquidités sur tous les marchés financiers. Même donc, si en fait, ça a commencé avant. Oui, bien sûr. Mais donc, en fait, ça montre aussi que le cours montait parce qu'il y avait de plus en plus d'investisseurs qui arrivaient et que le jour où les investisseurs sortent ou n'arrivent plus, en fait, mécaniquement, le cours recule. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que, alors déjà, ça a commencé avant l'arrêt du robinet, on va dire, avec la Fed et la BCE. Donc, c'est pas monofactoriel sur. Bien sûr, non, il n'y a pas qu'un seul facteur, mais c'est sûr. Mais ensuite, effectivement, c'est tous les sujets que j'ai évoqués en préambule, en disant c'est le contexte macro, c'est les investisseurs professionnels qui ont pris le pouvoir, etc. Donc, ils s'en vont. Et donc, effectivement, la bulle dégonfle. Maintenant, ça fait un certain temps que je suis dans l'écosystème crypto. Des crises comme ça, on en a déjà vu. L'écosystème, comme il n'a pas d'intermédiaire de référence, typiquement, je vais faire un exemple, mais à la bourse, on a eu les affaires il y a quelques temps, GameStop et autres. Quand ces actions-là, quand ces actifs-là deviennent trop volatiles ou trop importants ou ils crachent, qu'est-ce qui se passe ? On suspend le cours. Sur les cryptos, ça n'existe pas. Bien sûr. Donc c'est normal que, d'une certaine façon, ça garde une forme de volatilité importante parce qu'il n'y a pas de mécanisme où une plateforme pourrait décider toute seule d'arrêter le cours au niveau mondial parce qu'il n'y a pas de plateforme de référence. Donc ça fait que, évidemment, le marché, d'une certaine façon, est libre sur le sujet et donc ça fait que ça crée des remous. Maintenant, d'un point de vue long terme, est-ce qu'il y a une crise de confiance ? Non, c'est pas ce que je constate sur les fondamentaux. La sécurité n'a jamais été aussi élevée, l'adoption n'a jamais été aussi élevée. Donc, pour l'instant, les fondamentaux sont là. De la même façon que j'aurais pu dire ça en 2017-2018 lorsque ça s'est crashé, les fondamentaux continuaient d'être bons. Donc, c'est une question d'horizon de temps. Est-ce qu'on regarde à court terme ou à long terme ? À court terme, on n'est pas du tout à l'abri que ça continue de plonger. À long terme, c'est à peu près, pour moi en tout cas, acquis par exemple que Bitcoin a déjà gagné d'une certaine façon. Et après, c'est une question de temps. Maintenant, toute proportion gardée, relativisons. On le disait tout à l'heure, il y a aussi le même sujet de crash existe sur les actions, les obligations, tout. Pour faire un titre de comparaison, là en ce moment, le Bitcoin est revenu à son prix de novembre 2020. À la même période, entre novembre 2020 et aujourd'hui, l'euro c'est moins 15%, le Meta c'est moins 40%. Donc le Bitcoin, c'est juste que comme il fait des variations importantes, on a l'impression que ça fait n'importe quoi. Mais en soi, sur le temps long, c'est plutôt stable. Alors, parce qu'il y a effectivement le sujet Bitcoin et il y a le sujet rapport des investisseurs ou rapport des spéculateurs à un actif volatile comme Bitcoin. Et là-dessus, justement, la réglementation européenne, donc le texte MiCA a enfin été adopté après moult négociations et rebondissements, avec cette volonté quand même de protéger un petit peu plus l'investisseur, cette fois-ci, celui qui va dans une logique d'investissement. Est-ce que ce texte, Alexandre Stashchenko, arrive au meilleur moment, finalement, au moment où on réfléchit à cette protection de l'investisseur ? Alors, je ne dis pas qu'on n'y réfléchissait pas avant, mais là où en tout cas les cryptos sont au plus bas, enfin je ne sais pas si c'est le point bas, mais en tout cas ont pas mal reculé, et du coup on a ce texte qui arrive. Alors, il y a tellement de choses à dire, on n'aura pas le temps, mais déjà juste une première c'est anecdotique, oui et non, mais là dans le vocabulaire employé, protection de l'investisseur, vous êtes bien le seul à employer le terme. Moi, c'est quelque chose qui me choque au niveau européen, c'est qu'on ne parle que de protection de consommateurs, jamais de citoyens, d'investisseurs on a oublié une forme de volonté de puissance, on ne sait pas ce qu'on veut faire sur ce sujet-là. L'enjeu est de circonscrire le risque le plus possible pour ne pas être exposé. Le problème, c'est qu'on a oublié que sans risque, il n'y a pas de reward, c'est le principe. Donc, on ne peut pas prendre le lead sur un secteur si on refuse tout le concept de risque. Je ferme la parenthèse. Maintenant, est-ce que c'est le bon moment pour cette réglementation ? Pareil, oui et non. En fait, déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là, pour l'instant, on a un accord politique.
donc il faut le traduire en texte. Donc là, juristes, linguistes et autres sont occupés à traduire cet accord politique en texte. Il y a beaucoup de dispositions dont la traduction littérale va être extrêmement importante. Typiquement, on sait depuis donc, le 30 juin que la DeFi, donc la finance décentralisée, va être exclue du texte MiCA. Heureusement, mais comment on va écrire cette clause? Parce que ça veut dire quoi décentraliser? Comment est-ce qu'on définit la finance décentralisée dans le texte? Donc il y aura plein de petits sujets comme ça qui ont l'air anecdotiques, mais qui en réalité dans la transposition vont être très importants, donc potentiellement ça va encore prendre du temps. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que on a encore 18 mois avant la mise en application, plus 12 à 18 mois pour que les premiers acteurs obtiennent leur licence. Donc le bon moment, c'est au sens temps long européen ou dans 3 ans, 4 ans. Mais il y a quand même un accent mis sur la responsabilité des plateformes vis-à-vis des investisseurs pour le coup. Alors je suis peut-être le seul à utiliser ce terme, mais des investisseurs chez eux. Là pour le coup, on a l'impression quand même que ça peut protéger le moins averti des investisseurs qui iraient sur les crypto-monnaies. Il y a une forme, MiCA est une forme de changement d'époque dans le marché des cryptos où effectivement on ne peut pas continuer dans un marché qui soit complètement non régulé si on veut qu'il se démocratise. Donc là, j'ai abordé la notion de timing parce qu'effectivement on a encore du temps avant que ce soit mis en application. Il y a un sens de timing au sens aussi où si on veut pouvoir appliquer cette réglementation, il nous faut des gens sur lesquels l'appliquer. Bien sûr. Donc malheureusement aujourd'hui on se pense beaucoup comme encore une fois, un marché. Donc, en gros, cette réglementation, c'est fort probable qu'elle ne s'applique qu'à des filiales de groupes étrangers qui vont se mettre en Europe. Qu'elle ne s'applique pas à ces filiales-là ou qu'elle s'applique, oui, bien sûr. Du coup, on joue le rôle de chef d'orchestre de la compétition mondiale, mais qu'on en oublie que, à la fin des fins, il nous faut des acteurs locaux pour pouvoir exercer des leviers de souveraineté et de puissance. Donc, on va l'appliquer à des acteurs étrangers qui viendront se réguler chez nous. Mais à la fin, la puissance, les emplois, les impôts, ils ne seront pas forcément chez nous. Bon, c'est un autre sujet. Sur la protection des investisseurs et des épargnants, tout à fait, il y a les 3/4 du texte, les 2/3 du texte qui sont tout à fait favorables. Et je pense que tout ce qui est prévention de manipulation de marché, de délit d'initié, qui vont exiger des formes de ratio, de prudence, de contrôle de capitaux, etc., sur des acteurs centralisés, est tout à fait souhaitable. Parce qu'effectivement, on a vu avec Terra, on a vu par le passé avec certaines associations en France qui ont pris l'argent des gens, qui en ont fait n'importe quoi. Tout ça est souhaitable. Évidemment, la partie qui fait le plus tiquer, c'est plus sur les 20-30% du texte restant, qui ont des dispositions, encore une fois, dont on ne sait pas comment elles vont être appliquées, qui ont on va dire, pareil, un timing dont on ignore beaucoup de choses, et puis qui vont avoir des choses sur la protection de l'environnement, où on a failli interdire le proof of work, Dieu merci, c'est pas passé, mais voilà, il y a les 20-30% du texte restant qui sont fortement critiquables. Je fais un coup de pub rapide, mais hier, on a fait un space Twitter sur le sujet qui a duré 1h30 peut-être. Donc ceux que ça intéresse, je les invite à aller regarder sur mon Twitter en l'occurrence, parce que voilà, en 5 minutes, c'est compliqué, en 1h30, effectivement, on peut décrypter. Merci beaucoup Alexandre Stachenko d'être venu sur le plateau donc, de Smart Patrimoine pour décrypter un petit peu le contexte actuel en matière de crypto-monnaie. Je rappelle que vous êtes directeur blockchain et crypto chez KPMG France. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.